Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères. Radio U, textuel, lire pour vivre 1000 vies. J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses. Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront. Les tarés, toutes les exclus du grand marché à la J'avais bonne fait remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de La quelqu'un. petite, au chapeau de feutre. Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme, et tu es féministe depuis l'adolescence. Accoudée au bastingage. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Textuel, lire pour vivre 1000 vies. Des textes choisis et lus par Marie-Philippe. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsqu'au printemps je vois des étudiants se mobiliser, prendre la parole pour discuter leurs conditions d'études, s'engager dans la vie politique, la vie de la cité, remettre en cause la politique néolibérale mortifère de l'omniconcurrence, quand je les vois investir leur lieu de travail et tenter d'établir un rapport de force, je me réjouis. Enfin, un contre-pouvoir qui pourrait ramener un peu de santé et de vitalité dans notre société vieillissante, apeurée et obsédée par l'argent. Et puis, j'entends le président d'une prestigieuse université du cœur de notre capitale, quelqu'un qui est censé comprendre et répondre aux besoins de la jeunesse, appeler à corps et à cri l'intervention des sacro-saintes forces de l'ordre, un peu débordées en ce moment d'ailleurs, et décrire Tolbiac comme un capharnaüm où règne la violence, la drogue et le sexe même. Tel Jésus s'exclamant « Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel ? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. La tour de Babel Tolbiac, utopie communautaire, doit être rasée. » Ah bon, c'est bien de rappeler notre belle culture judéo-chrétienne si épanouissante, parce qu'on a trop tendance de nos jours à associer le sexe à la liberté, à la poésie, la joie, le plaisir, l'énergie, la création et même l'amour. Mais non, le sexe c'est violence et drogue, fornication, luxure, vice, péché, bestialité, diablerie. La jeunesse est perdue. Alors je prends un livre. Son titre c'est Vénus Erotica, son auteur Anaïs Nin. Je suis une femme en 1940, Henry Miller est mon amant et j'écris à sa place pour gagner de l'argent des textes érotiques pour un mystérieux commanditaire. 30 ans plus tard, je relis ces textes et décide de les publier comme un geste militant. Avril 1940. Un collectionneur privé a offert à Henry Miller 100 $ par mois pour écrire des histoires érotiques. Cela parut un châtiment dantesque de condamner Henry à écrire de l'érotisme à 1 $ la page. Il se révolta parce que son humeur du moment n'était rien moins que rabelaisienne, parce que écrire sur commande était une castration, parce que écrire avec un voyeur collé au trou de la serrure, cela enlevait à ses aventures fantaisistes tout plaisir et spontanéité. Décembre 1940. Henri m'a parlé du collectionneur de livres. Ils déjeunent parfois ensemble. Il a acheté un manuscrit à Henri, puis il a suggéré qu'il écrive quelque chose pour l'un de ses clients fortunés. Il n'avait pas grand-chose à dire de son client, sinon qu'il s'intéressait aux écrits érotiques. Henri se mit au travail allègrement, avec entrain. Il inventait des histoires abracadabrantes dont nous nous divertissions tous deux. Henri s'y mit à titre d'expérience, et cela semblait facile au début. Mais au bout de quelque temps, ce lui fut une contrainte. Il ne voulait pas toucher au matériel dont il projetait de se servir dans son œuvre réelle. Il était donc condamné à forcer ses inventions et son humeur. Il ne recevait jamais le moindre accusé de réception de cet étrange mécène. Cela pouvait être naturel qu'il ne veuille pas révéler son identité, mais Henri se mit à cuisiner le collectionneur. Le mécène existait-il vraiment ?
Ces pages étaient-elles pour le collectionneur lui-même, pour mettre un peu de piment dans une vie mélancolique? Était-il une seule et même personne? Nous en discutâmes longuement, Henri et moi, intrigués et amusés. Le collectionneur, alors, annonça que son client venait à New York et qu'Henri allait faire sa connaissance. Mais la rencontre, en fait, n'eut jamais lieu. Le collectionneur décrivait en long, en large et en travers comment il envoyait les manuscrits par avion, combien cela lui coûtait, menus détails destinés à donner du réalisme à ses affirmations concernant l'existence de son client. Un jour, il voulut un exemplaire de Printemps noir avec une dédicace. Henri lui dit « Tiens, je croyais qu'il avait déjà tous mes livres dédicacés. » Il a perdu son exemplaire de Printemps noir. « À quel nom ?» lui demanda Henri innocemment. « Mettez simplement à un bon ami et signez. » À quelques semaines de là, Henri eut besoin d'un exemplaire de Printemps noir et n'en avait pas sous la main. Il décida d'emprunter l'exemplaire du collectionneur. Il se rendit à son bureau. La secrétaire lui dit d'attendre. Henri se mit à examiner les livres dans la bibliothèque. Il aperçut un exemplaire de Printemps noir. Il le sortit. C'était celui qu'il avait dédicacé à un bon ami. Lorsque le collectionneur entra, Henri lui en parla en riant. Le collectionneur lui expliqua sur le même ton. « Eh bien oui, le vieux était si impatient que je lui ai envoyé mon exemplaire personnel alors que j'attendais d'avoir l'exemplaire signé par vous, avec l'intention de faire l'échange plus tard quand il reviendra à New York. » Henri me dit quand je le revis, « J'y suis de moins en moins. » Lorsque Henri s'enquit de la réaction du mécène à ce qu'il écrivait, le collectionneur répondit « Oh, il aime tout. Tout est merveilleux, mais ce qu'il préfère, ce sont les récits, rien que le récit, sans analyse ni philosophie. » Henri, ayant besoin d'argent pour couvrir ses frais de voyage, suggéra que j'écrive dans l'intérim. Je n'étais pas d'humeur à donner quelque chose d'authentique et je décidai de créer un mélange d'histoires que j'avais entendues et d'inventions en prétendant que c'étaient des extraits d'un journal tenu par une femme. Jamais je ne rencontrai le collectionneur. Il devait lire mes pages et me faire savoir ce qu'il en pensait. J'ai reçu un coup de téléphone. « C'est très bien, mais laissez tomber la poésie et les descriptions autres que celles du sexe. Concentrez-vous sur le sexe. » Je me mis donc à lui en donner pour son argent, à devenir exotique, inventive et tellement exagérée que je pensais qu'il s'apercevrait que je caricaturais la sexualité. Mais il ne protesta pas. Je passais des jours à la bibliothèque à étudier le Kama Sutra. J'écoutais les aventures les plus extravagantes de mes amis. « Moins de poésie, » dit la voix au téléphone. « Soyez précise. » Qui a jamais éprouvé du plaisir à la lecture d'une description clinique? Le vieux ignore-t-il combien les mots communiquent à la chair les couleurs et les sons? Chaque matin, après le petit déjeuner, je me mettais en devoir d'écrire ma tranche de littérature érotique. Un matin, j'ai tapé. Il était une fois un aventurier hongrois. Je le parais de toutes sortes d'avantages. Élégance, beauté, charme, grâce, talent d'acteur, connaissance de plusieurs langues, génie de l'intrigue, génie de se tirer d'affaire, génie d'éviter la permanence et la responsabilité. Coup de téléphone. Le vieux est content. Insistez sur le sexe. Laissez tomber la poésie. Cela provoqua une épidémie de journaux érotiques. Tout le monde décrivait ses expériences sexuelles, inventées, entendues, lues dans Kraft et Bing, dans les livres médicaux. Nous avions des conversations comiques. Nous racontions une histoire et les autres devaient deviner si elle était vraie ou fausse, ou plausible. Était-ce plausible ? Robert Duncan proposait de mettre à l'épreuve nos inventions, de les expérimenter pour confirmer ou bien nier nos inventions. Nous avions tous besoin d'argent, nous avons donc mis nos histoires en commun. J'étais sûre que le vieux ignorait tout des félicités, des extases béates, des résonances éblouissantes des rencontres sexuelles. Supprimer la poésie, voilà son message. Le sexe clinique, dépourvu de toute chaleur amoureuse, de l'orchestration de tous les sens, le toucher, l'ouïe, la vue, le goût, tous les accompagnements euphorisants, fonds sonores de musique, humeur, atmosphère, variation, le contraignant à avoir recours à des aphrodisiaques littéraires.
Nous aurions pu lui distiller de meilleurs secrets, mais il ne voulait pas entendre pareils secrets. Un jour, lorsqu'il sera arrivé à saturation, je lui raconterai comment il faillit nous faire perdre tout intérêt à la passion, avec son obsession de gestes vidés de leurs émotions, et comment nous le traînions dans la boue, parce qu'il s'en était fallu de peu pour que nous ne prononcions des vœux de chasteté, car tout ce qu'il voulait nous voir éliminer, c'était notre propre aphrodisiaque, la poésie. J'ai reçu 100 $ pour mes écrits érotiques. Gonzalo avait besoin d'argent pour le dentiste, Elba d'une glace pour sa danse et Henri de subsides pour son voyage. Gonzalo m'a raconté l'histoire du basque et de bijoux, et je l'ai consigné par écrit pour le collectionneur. Février 1941. La note du téléphone n'était pas payée. Le filet des difficultés économiques se resserrait autour de moi. Tout le monde semblait irresponsable, inconscient du naufrage. J'ai rédigé 30 pages de littérature érotique. J'ai téléphoné au collectionneur. Avait-il reçu des nouvelles de son riche client au sujet de mon dernier envoi ? Non, mais il acceptait le manuscrit que je venais de terminer et me le paierait. Il fallait qu'Henri aille consulter un médecin. Gonzalo avait besoin de lunettes. Robert était passé avec B et m'avait demandé de l'argent pour aller au cinéma. La suie qui venait du vasistas tombait sur mon papier à machine à écrire et sur mon travail. Robert avait emporté ma provision de papier. Le vieux n'était-il pas fatigué de pornographie ? Un miracle n'allait-il pas se produire ? Je commençais à l'imaginer disant « Donnez-moi tout ce qu'elle écrit, je veux tout, j'aime tout. Je vais lui envoyer un beau cadeau, un gros chèque pour tout ce qu'elle a écrit. » J'avais dans l'idée que la boîte de Pandore contenait les mystères de la sexualité de la femme, si différente de celle de l'homme et pour laquelle le langage masculin était inadéquat. Le langage du sexe reste d'ailleurs à inventer. Le langage des sens demeure encore inexploré. D.H. Lawrence avait commencé à donner un langage à l'instinct. Il essayait d'échapper aux cliniques, aux scientifiques, qui ne saisit pas ce que le corps ressent. Décembre 1941. George Barker était affreusement pauvre. Il voulait continuer à écrire des histoires érotiques. Il en écrivit 85 pages. Le collectionneur les a trouvées trop surréalistes. Je les trouvais fort belles. Les scènes d'amour étaient échevelées, fantastiques, l'amour entre les trapèzes. Il but le premier argent et je ne pouvais rien lui prêter d'autre que du papier et des carbones. George Barker, l'excellent poète anglais, écrivant des histoires érotiques pour boire, tout comme Utrillo peignait des tableaux en échange d'une bouteille de vin. Je me mis à penser au vieux que nous détestions tous. Je décidai de lui écrire, de m'adresser à lui directement, de lui dire notre sentiment. Cher collectionneur, nous vous détestons. Le sexe perd tout son pouvoir et toute sa magie lorsqu'il devient explicite, abusif, lorsqu'il devient mécaniquement obsessionnel. C'est parfaitement ennuyeux. Je ne connais personne qui nous ait aussi bien enseigné combien c'est une erreur de ne pas y mêler l'émotion, la faim, le désir, la luxure, des caprices, des lubies, des liens personnels, des relations plus profondes qui en changent la couleur, le parfum, les rythmes, l'intensité. Vous ne savez pas ce que vous manquez avec votre examen microscopique de l'activité sexuelle, à l'exclusion des autres qui sont le combustible qui l'allume. Intellectuel, imaginatif, romantique, émotionnel. Voilà ce qui donne au sexe ses textures surprenantes, ses transformations subtiles, ses éléments aphrodisiaques. Vous rétrécissez votre monde de sensations, vous le desséchez, l'affamez, le videz de son sang. Si vous nourrissiez votre vie sexuelle de toutes les aventures et excitations que l'amour injecte à la sensualité, vous seriez l'homme le plus puissant du monde. La source du pouvoir sexuel est la curiosité, la passion. Vous observez sa petite flamme qui meurt d'asphyxie. Le sexe ne saurait prospérer sur la monotonie. Sans invention, humeur, sentiment, pas de surprise au lit. Le sexe doit être mêlé de larmes, de rires, de paroles, de promesses, de scènes, de jalousie, d'envie, de toutes les épices de la peur, de voyages à l'étranger, de nouveaux visages, de musique, de danse, d'opium, de vin.
Combien perdez-vous avec ce périscope au bout de votre sexe, alors que vous pourriez jouir d'un harem de merveilles distinctes et jamais répétées. Il n'y a pas deux chevelures pareilles, mais vous ne voulez pas que nous gaspillions des mots à décrire une chevelure. Il n'y a pas deux odeurs pareilles. Mais si nous nous attardons, vous vous écriez « Supprimez la poésie ». Il n'y a pas deux peaux qui aient la même texture, et jamais la même lumière, la même température, les mêmes ombres, jamais les mêmes gestes, car un amant, lorsqu'il est animé par l'amour véritable, peut parcourir la gamme entière des siècles de science amoureuse. Quel changement d'époque, quelle variation d'innocence et de maturité, d'art et de perversité. Nous avons discuté à perdre haleine pour savoir comment vous êtes, si vous avez fermé vos sens à la soie, à la lumière, à la couleur, à l'odeur, au caractère, au tempérament. Vous devez être, à l'heure qu'il est, tout à fait racorni. Il y a tant de sens mineurs qui se jettent tous comme des affluents dans le fleuve du sexe. Seul le battement à l'unisson du sexe et du cœur peut créer l'extase. Post-scriptum. À l'époque où nous écrivions tous des histoires érotiques pour $1 la page, je m'aperçus que pendant des siècles, nous n'avions eu qu'un seul modèle pour ce genre littéraire, celui des hommes. J'étais déjà consciente que les conceptions masculines et féminines de l'expérience sexuelle étaient différentes. Je savais qu'un large fossé séparait la crudité des propos d'Henry Miller de mes ambiguïtés, sa vision rabelaisienne et humoristique du sexe et mes descriptions poétiques des rapports sexuels dont je parlais dans les fragments non publiés du journal. Comme je l'écris dans le 3e volume du journal, j'avais l'impression que la boîte de Pandore contenait les mystères de la sensualité féminine, si différente de celle de l'homme, et pour laquelle le langage masculin était inadéquat. Les femmes, pensais-je, étaient plus aptes à mêler la sexualité à l'émotion, à l'amour. Elles préféraient un seul homme à la promiscuité. Cela me parut assez évident lorsque j'écrivais mes romans et mon journal, et devint encore plus clair à l'occasion de mes contacts avec les étudiants. Mais, malgré la différence fondamentale entre l'attitude de la femme et celle de l'homme sur ces questions, nous ne possédions pas encore de langage pour l'exprimer. Dans les éroticas, j'ai écrit avant tout pour divertir, poussé par un client qui désirait que je laisse de côté la poésie. Je croyais que mon style était plus ou moins emprunté aux ouvrages écrits par des hommes sur ce sujet. Pour cette raison, j'ai longtemps cru que j'avais compromis ma véritable féminité dans ces textes, et je les ai mis de côté. En les relisant bien des années plus tard, je m'aperçois que ma propre voix n'a pas été complètement étouffée. Dans de nombreux passages, de façon intuitive, j'ai utilisé le langage d'une femme, décrivant les rapports sexuels comme les vit une femme. J'ai finalement décidé de publier ces textes érotiques parce qu'ils représentent les efforts premiers d'une femme pour parler d'un domaine qui avait été jusqu'alors réservé aux hommes. Si la version non expurgée de mon journal est publiée un jour, ce point de vue féminin sera exprimé encore plus clairement. Cela montrera que les femmes, et moi-même dans le journal, n'ont jamais séparé l'acte sexuel du sentiment et de l'amour de l'homme tout entier. Anaïs Nin, Los Angeles, septembre 1976. They say I'm different 'cause I eat chitlins, and I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning after slop the hogs and maybe getting off, humping the Jolly Hooker. Get it on. They say I'm different 'cause I'm a piece of sugar cane, and when I kick my legs, I got real bomb. Je vous ai lu la préface de Vénus Erotica d'Anaïs Nin, un texte adapté de son journal des années 1940. Vénus Erotica est disponible aux éditions du Livre de Poche, publié en 1978. Textuel, lire pour vivre 1000 vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.